Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le devoir de pardonner est devenu aujourd'hui notre problème. Le pardon que l'on doit accorder à l'offenseur et au persécuteur est en effet exceptionnellement difficile pour une certaine catégorie d'humiliés et d'offensés. Pardonner est un effort sans cesse à recommencer et personne ne s'étonnera si nous disons que l'épreuve est dans certains cas à la limite de nos forces. Mais c'est que le pardon au sens strict est effectivement un cas limite, comme peuvent l'être les remords, le sacrifice et le mouvement de charité. Il est bien possible qu'un pardon pur de toute arrière-pensée n'ait jamais été accordé ici-bas, qu'une dose infinitésimale de rancune subsiste en fait dans la rémission de toute offense. Tel cet impondérable calcul, tel ce motif microscopique d'intérêt propre qui subsiste en cachette dans les souterrains du désintéressement, telle l'imperceptible petite spéculation qui fait du désespoir un disperato de théâtre et qui est l'impure conscience de la mauvaise conscience. Ce que je viens de vous lire, c'était les premières lignes de l'intro de Jankélévitch dans son livre Le Pardon, paru en 1967. Vladimir Jankélévitch, c'est un philosophe français du XXe siècle qui a eu une vie assez incroyable, notamment parce qu'il était juif ashkénaze et qu'il est resté en France pendant l'occupation. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, on va pas se focaliser sur sa bio, et je voulais surtout vous parler du sujet que je viens d'évoquer, à savoir le pardon. Il s'agit d'ailleurs d'une version revue et améliorée d'un vieil épisode de Nouveau Paradigme que j'avais publié il y a presque 3 ans maintenant, qui était consacré à cette thématique du pardon. Dans cette nouvelle version, j'ai voulu ajouter des extraits de Jankélévitch, justement, qui n'étaient pas présents dans l'original, et vous verrez qu'il y a également d'autres références philo, un peu de stoïcisme, et même de la poésie en fin d'épisode. Et un peu comme pour le podcast récent sur la mort, il me semble que là on tient un sujet qui est complètement universel, parce qu'on a déjà blessé quelqu'un, et on a déjà tous été blessés par quelqu'un, et donc on a déjà tous été confrontés à la nécessité du pardon. Mais avant de poursuivre sur ce thème, il me semblait important de commencer par une première thématique qui est directement liée au pardon, c'est celle de la colère, puisque c'est souvent parce qu'il y a colère, qu'il peut ou qu'il doit y avoir pardon. Et à ce sujet, je pense que vous voyez venir, mais j'ai, pour commencer, un peu de stoïcisme à vous lire, avec un extrait de Sénèque et de son essai sur la colère, qui est un texte dans lequel notre ami Sénèque s'adresse à son frère Galion. Alors je vais vous lire quelques passages tout de suite, et vous allez voir que d'entrée de jeu, Sénèque voit la colère comme une émotion très négative. Vous exigez de moi Novatus. Je m'interromps ici 2 secondes pour vous expliquer pourquoi il appelle Novatus. En fait, Galion, c'était le frère adoptif de Sénèque, et donc il a changé de nom au moment de son adoption. Sachant que les adoptions d'adultes, c'était quelque chose d'assez fréquent à l'époque romaine, donc il est probable que ce texte-là date d'une période où Galion n'avait pas encore été adopté, et où il s'appelait donc encore Novatus. Je reprends. Vous exigez de moi, Novatus, que je traite par écrit des moyens de guérir la colère. Et je vous applaudis d'avoir craint particulièrement cette passion, de toutes la plus hideuse et la plus effrénée. Les autres, en effet, ont encore un reste de calme et de sang-froid. Celle-ci n'est qu'impétuosité, tout à l'élan de son irritation, ivre de guerre, de sang, de supplice. Sans souci d'elle-même, pourvu qu'elle nuise à son ennemi, se ruant sur les épées nues et avide de vengeance qui appelleront un vengeur. Fin de citation. Je poursuis avec un autre extrait qui arrive un peu plus loin dans ce même texte de Sénèque. D'honnêtes gens s'irritent quand on outrage leurs proches, mais ils font de même quand leur eau chaude n'est pas servie à point, quand on leur brise un verre ou qu'on éclabousse leurs chaussures. Cette colère n'est donc pas tendresse mais faiblesse de cœur. S'emporter pour la cause des siens est moins un dévouement qu'un manque de fermeté. Ce qui est beau, ce qui est noble, c'est de voler défendre ses parents, ses amis, ses enfants, ses concitoyens, à la seule voie du devoir, avec volonté, jugement et prévoyance, sans emportement ni fureur. Car il n'est point de passion plus avide de vengeance que la colère, et qui par là même y réussissent moins, tant elles se précipitent follement, semblables au reste, à presque toutes les passions qui font elles-mêmes obstacle au succès qu'elles poursuivent. Avouons donc qu'en paix comme en guerre, la colère ne fut jamais bonne à rien. Elle rend la paix semblable à la guerre. En face de l'ennemi, elle oublie que les armes sont journalières, et elle tombe à la merci des autres, faute de s'être possédée elle-même. Fin de citation, et donc ça me paraissait intéressant de partir ces considérations sur la colère pour s'acheminer vers des réflexions sur le pardon, et notamment pour poser la question de l'absolution. Parce qu'on peut avoir cette idée en tête que l'acte de pardonner, quelque part, reviendrait à l'acte d'excuser. Qu'on ne pourrait pas pardonner à quelqu'un sans excuser sa faute. Et je suis pas sûr que ce soit pertinent de raisonner comme ça. Vous allez voir que ça connecte très bien avec ce que dit David Whyte sur ce qui provoque le pardon chez nous, mais également avec ce que dit Jankélévitch dans Le Pardon. Et justement, avant d'embrayer sur la poésie, je voulais vous lire un nouvel extrait du Pardon. C'est tiré du dernier chapitre de Jankélévitch. Je cite. « Le pardon ne demande pas si le crime est digne d'être pardonné, si l'expiation a été suffisante, si la rancune a assez duré. Ce qui revient à dire, il y a un inexcusable, mais il n'y a pas d'impardonnable. Le pardon est là précisément pour pardonner ce que nulle excuse ne saurait excuser. Car il n'y a pas de faute si grave qu'on ne puisse, en dernier recours, la pardonner. Rien n'est impossible à la toute-puissante rémission. Le pardon, en ce sens, peut tout. Là où le péché abonde, dit saint Paul, le pardon surabonde. En esprit sinon à la lettre, tous les crimes sont véniels, même les crimes inexpiables. Et plus ils sont mortels, plus ils sont véniels.
car s'il y a des crimes tellement monstrueux que le criminel de ces crimes ne peut même pas les expier, il reste toujours la ressource de les pardonner. Le pardon étant fait précisément pour ces cas désespérés ou incurables. Alors juste pour info, un crime véniel, parce que c'est un terme qu'on ne croise pas tous les jours, c'est un crime qui peut être pardonné. Maintenant, sur le fond, évidemment, il y a aussi des cas où la faute est excusable et où un pardon peut être nécessaire quand même. Ce que dit Jankélévitch là, c'est pas qu'on ne pardonne que ce qui est inexcusable. Ce qu'il essaie de faire, il me semble, c'est de décorréler les deux. De dire que excuse et pardon, ce sont deux choses distinctes. Et c'est pas idiot parce que même quand une faute est en théorie excusable, parfois dans notre vie pratique, dans notre vie de tous les jours, on a du mal individuellement à l'excuser. Et ce que nous dit Jankélévitch, c'est que justement, ça ne devrait pas nous empêcher de pardonner parce que c'est pas la même chose. Et je pense qu'au quotidien, justement, ça mérite d'être considéré. Et pour poursuivre toujours sur des thématiques très quotidiennes et très universelles, et sur l'aspect plus personnel du pardon, je voulais, pour finir l'épisode, vous lire des textes assez longs du poète britannique David Whyte. Le premier est sur l'amitié et le second sur le pardon. Donc c'est des poésies qui originellement sont en anglais. À ma connaissance, ces textes n'ont pas été traduits en français jusqu'ici, donc c'est une traduction maison. Et j'ai édité un petit peu parce que ce sont quand même des poèmes en prose assez longs. Et donc voilà, je voulais que ça reste un petit peu digeste. Je cite. L'amitié. L'amitié est un reflet de la présence et une preuve du pardon. L'amitié nous permet, en premier lieu, de nous voir à travers les yeux d'un autre, mais surtout, elle ne peut être maintenue au fil des années qu'avec quelqu'un qui nous a pardonné à plusieurs reprises nos affronts, tout comme nous devons trouver en nous-mêmes le courage de lui pardonner les siens. Un ami connaît nos difficultés et notre part d'ombre, il est témoin de nos faiblesses plus que de nos triomphes, et reste à portée de vue même quand nous avons l'étrange impression de n'avoir pas besoin de lui. Il est témoin de notre vulnérabilité plus que de nos triomphes, et reste à portée de vue même quand nous avons l'étrange impression de n'avoir pas besoin de lui. Une amitié véritable est une bénédiction précisément parce que sa forme élémentaire est redécouverte encore et encore à travers l'indulgence et la compassion. Toutes les amitiés, quelle que soit leur durée, sont basées sur une forme de pardon mutuel et durable. Sans tolérance et sans merci, toutes les amitiés meurent. Sans tolérance et sans merci, toutes les amitiés meurent. Au fil des années, une amitié intime révélera toujours l'ombre chez l'autre, autant que chez nous-mêmes, et pour rester amis, il nous faut connaître l'autre et ses difficultés, voire même ses vices, et choisir d'encourager le meilleur en lui, non pas par la critique, mais par l'encouragement de ses meilleurs côtés, de la part créatrice de son incarnation, décourageant ainsi subtilement ce qui le rend plus petit, moins généreux, moins lui-même. La dynamique de l'amitié est presque toujours sous-estimée en tant que force directrice d'une vie humaine. Un cercle d'amis qui se réduit est le premier terrible diagnostic d'une vie en grande difficulté, d'un surmenage, d'une insistance trop grande sur l'identité professionnelle, de l'oubli de la nécessité d'être entouré lorsque nos prétendues armures se heurtent aux catastrophes naturelles inévitables et aux gouffres auxquels même l'existence la plus ordinaire doit faire face. Mais peu importe les vertus médicinales de l'amitié, peu importe d'entretenir une longue et étroite relation avec un autre, la pierre angulaire, l'ultime vertu de l'amitié, n'est pas l'amélioration ni de l'autre ni de soi-même. Sa pierre angulaire véritable est simplement la preuve, le témoignage et le privilège d'avoir été vu par l'autre et le privilège égal d'avoir vu l'essence de l'autre, d'avoir marché à ses côtés et d'avoir cru en lui, et parfois simplement de l'avoir accompagné, même pour une courte durée, dans un voyage qu'il est impossible d'accomplir seul. Un magnifique texte, je trouve, assez émouvant aussi. Et j'enchaîne tout de suite avec le second. Le pardon. Le pardon est un acte douloureux et difficile à concrétiser, car étrangement, il semble refuser non seulement d'éliminer la blessure originelle, mais même nous rapprocher un peu plus encore de sa source. S'avancer vers le pardon, c'est s'avancer vers la nature même de la blessure. Le seul remède étant, à mesure que nous approchons la plaie béante, de réinventer notre rapport à celle-ci. Il se peut que la partie de nous qui a été frappée, blessée, ne puisse jamais pardonner, et que contre-intuitivement, le pardon ne puisse venir de celle-ci. Il se peut que cette blessure touche une part de notre être incapable d'oublier, voire même qui ne devrait pas oublier. Comme si, à l'instar du système immunitaire, nos défenses psychologiques devaient se souvenir et se protéger contre toute agression future. Après tout, l'identité de celui qui doit pardonner n'est-elle pas, en réalité, fondée sur le fait même d'avoir été blessé ? Mais plus étrange encore, cette même partie de nous, meurtrie, marquée au fer rouge, est bien celle qui finit par faire du pardon non pas un simple oubli, mais un acte de compassion. Pardonner, c'est assumer une identité plus grande que celle de la personne qui a été blessée. C'est mûrir et faire fructifier une identité qui peut étreindre non seulement la personne meurtrie que nous sommes, mais aussi les souvenirs gravés en nous par le choc originel. Et par une sorte de virtuosité psychologique, pardonner, c'est aussi étendre cette compassion à celui ou celle qui est la cause de la blessure. Le pardon est un talent, une façon de préserver la clarté, le bien-être et la générosité dans la vie de quelqu'un.
C'est une magnifique question qui nous projette vers l'avenir que nous désirons pour nous-mêmes. C'est une façon de reconnaître que si le pardon passe par l'acceptation, et si l'acceptation n'est qu'une question de temps et de persévérance, alors nous serions avisés de commencer à pardonner dès le début de tout drame, plutôt que de nous soumettre au cycle complet du ressentiment, de l'apathie, de la guérison réticente, et enfin, de son ultime consécration. Pardonner, c'est se placer dans un champ d'expérience gravitationnelle plus grand que celui qui semble nous avoir blessés en premier lieu. Pardonner, c'est se réimaginer à la lumière d'une maturité nouvelle, à la lumière d'une identité nouvelle, et se laisser submerger par une histoire plus grande que celle qui nous a d'abord blessés et laissés démunis. Lorsque la mort approche, le désir d'être pardonné est d'ailleurs le souhait principal de presque chaque être humain. En refusant d'attendre, en étendant maintenant notre pardon aux autres, nous entamons le long voyage qui nous amènera à devenir la personne qui sera assez grande, assez apte et assez généreuse pour recevoir à la toute fin, pour elle-même, cette indispensable absolution. Et voilà pour cet épisode sur le pardon. Très beau texte de David Whyte, je trouve, ils sont extraits des Consolations. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et de vos proches, pardonnez-leur, demandez-leur pardon, et à bientôt dans Nouveau Paradigme. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, ou bien vous pouvez simplement le partager à vos amis et vos proches. Le bouche à oreille aide toujours. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur ma page Patreon ou Tipeee. Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci. C'est vraiment grâce à vous que mon travail peut continuer à exister et se pérenniser.